Le 20 février 1931 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain La patrouille de l'aube, The Dawn Patrol, texte intégral. Il est hors de doute que depuis une dizaine d'années, tantôt sous l'impulsion des voyageurs autrichiens, français, scandinaves, tantôt avec ses propres forces, le cinéma américain n'a cessé de développer ses moyens d'expression psychologique de vérité humaine. Il est certain aussi qu'il s'égare dès qu'il touche aux moins américains des sujets, la guerre. Qu'il s'agisse de La Grande Parade ou de La Patrouille de l'Aube, King Vidor, Howard Hawks reviennent aux défauts primitifs du cinéma d'Hollywood. Outrance des situations, invraisemblance, en face des acteurs. Grâce à leur lyrisme ingénu et sain, ces films d'ailleurs nous ont toujours paru supportables, exception faite bien entendu de la compilation Remarque Milestone, à l'ouest rien de nouveau, où le chiquet s'aggrave des idées que l'on sait. La patrouille de l'Aube met en scène une escadrille anglaise sur le front de la Somme ou des Flandres vers 1915, époque héroïque de l'aviation assez bien choisie pour un film où le document et l'histoire passent au second plan. On a eu le bon goût de s'en tenir à un livret uni et simple, pas de femmes dissimulées dans la zone des armées, aucun coup d'œil même jeté sur l'arrière, une cantine seulement, un bureau, un champ d'atterrissage et le ciel. Les appareils sont médiocres, les effectifs réduits, les missions urgentes, nombreuses, difficiles, l'ennemi redoutable et bien outillé. Lorsque les patrouilles reviennent au hangar, le major, de sa table, compte anxieusement sur ses doigts les moteurs. 3, 4, 5. 3 manquants, 3 noms à effacer du tableau noir. Des hommes, encore engoncés dans leur combinaison, la figure barbouillée d'huile, expliquent ce qu'ils ont vu, comment les camarades sont tombés. Puis, le whisky coule au bar, improvisé. Le gramophone nasille, les remplaçants débarquent d'un camion. Gamins imberbes, tout fiers de leurs 15 heures de vol. Le téléphone teinte. Il faudra 10 hommes en reconnaissance avancée le lendemain. Le chef torturé proteste, supplie, obéit. Sous son regard devenu impénétrable et autoritaire, au petit jour, 6 recrues partent à la mort dans des brumes calmes et glacées. Ces tableaux sont très beaux, mais les Américains ne se contentent pas longtemps de cette réalité sévère. Voilà bientôt une histoire de bottes jetées par un as allemand sur le camp. Bottes de fantassins à l'usage des pilotes de l'armée britannique, dit l'étiquette. 2 avions s'envolent pour relever le défi, et ils échappent aux batteries les plus menaçantes. Ils s'amusent même à démolir quelques douzaines d'artilleurs. Ils les descendent au milieu des balles à 10 mètres d'un terrain où toutes les hélices d'une escadrille Boche ronflent. Mais ils ont le temps de les flamber sur place, de massacrer les mécaniciens, d'abattre le colonel. Nous avons bien compté 200 cadavres. Ainsi lancés, les Américains n'ont plus aucune raison de s'arrêter. Un capitaine anglais se substitue à un de ses camarades pour un raid à grande distance. Il part seul, en plein jour, avec on ne sait combien de bombes et de mitrailleuses. Le cinéma joue à la guerre, comme des enfants avec des soldats de bois. Il n'y aura jamais assez de têtes cassées. Une bombe, et voilà une usine qui saute, avec des marteaux-pilons, des tourelles et des grappes d'ouvriers. Une autre, et c'est le tour d'un pont, avec un train de munitions, bien entendu. Une autre encore. Tous les coups portent, une ville entière croule. Comme nous n'avons malheureusement plus l'âge de nous amuser avec des forts de carton-pâte, nous trouvons que ce carnage dure bien longtemps. Quand ils sont en l'air, du moins, les aviateurs de la patrouille de l'Aube n'ont pas le temps de prendre des postures photogéniques. Mais à terre, cela se gâte. Les commandants deviennent des rivaux. Il y a des assauts de générosité parmi les hommes. Toutes sortes de situations fort peu militaires que les acteurs jouent au petit bonheur, avec des gestes nobles, des regards hypnotisés, un vocabulaire suranné, aussi bien pour la parole que pour la mimique. Les yeux fixés au plafond, indiquant que l'on songe au camarade qui dort dans la chambre du dessus.
et un hochement de la tête pour signifier qu'on va monter le réveiller. Toutefois, cela n'est jamais odieux ni parfaitement risible. La jeune équipe de la patrouille de l'Aube, Neil Hamilton, le meilleur, bien qu'il vienne des vaudevilles, ou peut-être à cause de cela, Richard Barthelmess, tantôt poignant, tantôt poncif, Fairbanks Junior, sympathique, mais peu à sa place. Cette équipe a trop mal connu la guerre pour en revivre les aspects sans être obligée de recourir bientôt à des procédés, mais on lui sent un bel entrain sportif et beaucoup de conscience de vérité, dès qu'elle sent et comprend ce qu'elle doit faire. D'autre part, le mouvement dans les scènes à grand spectacle, mitraille et canonnade, arrive à dissimuler les détails fantaisistes. Mettons que la patrouille de l'Aube soit l'épopée recréée par des âmes de 13 ans. Certains trucages sont admirablement réussis. Ému, sans doute par les protestations qui se sont élevées au sujet d'Alléluia, la direction du cinéma Miracle passe la patrouille de l'Aube dans la version intégrale, avec addition de sous-titres en français. Nous doutons du succès de la formule. Elle peut devenir insoutenable dans un film trop bavard ou animé d'un rythme musical. Puis, c'est bien mal tombé que de défigurer Alléluia et de respecter pieusement les dialogues assez niais de la patrouille de l'Aube dont on se serait fort bien passé.